I know you told me such a long time ago that you didn't want me. You didn't love me. Tiffany Tavernier est romancière et scénariste, fille de la scénariste Colo Tavernier et du réalisateur Bertrand Tavernier. Mercredi 16 juin 2021, elle était à la librairie Ombre Blanche lors d'une rencontre organisée en lien avec la Cinémathèque de Toulouse autour de son roman L'Ami, paru aux éditions Sabine Vespizer et animé par Jean-Antoine Loiseau. I know you told me you didn't want me round. Eh bien, bonsoir Tiffany Tavernier, très heureux de vous retrouver. Nous étions ici même à Ombre Blanche, dans les Landes également. Je vous avais invité pour parler de Roissy, qui était votre tout précédent livre. Et aujourd'hui, vous revenez donc toujours chez Sabine Vespizer, éditrice à laquelle vous êtes fidèle depuis Roissy, je crois, hein, c'est ça? Tout à fait. Il y a eu beaucoup d'autres livres avant, je ne vais pas tous les citer. Vous êtes bon, la fille de la scénariste Colo Tavernier, la fille du grand réalisateur Bertrand Tavernier. Je signale qu'il y a une soirée à la Cinémathèque aujourd'hui à 20h, c'est bien ça? Avec la projection d'un film qui est, Le Juge et l'Assassin. Le Juge et l'Assassin, voilà. Et là, vous revenez aujourd'hui pour un nouveau roman, L'Ami, donc un roman qui m'a beaucoup intrigué. Alors, c'est vrai que c'est un roman noir d'un côté, mais pas seulement noir. Il est à la fois, je ne sais pas comment je pourrais dire, parce que je ne vais pas dire noir et blanc, parce que c'est peut-être un peu facile, mais c'est vraiment finalement, on plonge et on revient à la surface, si je puis dire. On fait une sorte d'itinéraire, on va au plus profond, au plus profond de l'intime, parce que c'est vrai que, en fait, c'est l'histoire de deux couples, hein, on va dire, pour aller vite, enfin, de deux voisins, enfin, deux couples de voisins. Donc, Lisa, enfin, Elisabeth, dite Lisa, et son mari Thierry, et ils ont comme voisins, avec qui ils s'entendent très bien, ils font plein de choses ensemble, des barbecues, les deux hommes collectionnent les insectes ensemble, enfin, bon, ça crée des liens, voilà. Et ils ont donc Guy et, comment s'appelle-t-elle, le prénom de sa femme? Chantal, voilà, les prénoms sont importants, j'ai l'impression, chez vous. Parce que, ouais. Et donc, ils sont voisins. Alors, ils vivent dans une campagne assez reculée. Ils n'ont que comme voisins. C'est vraiment assez isolé. Et le livre s'ouvre comme ça. Un beau jour, un matin, un samedi, hein, comme un autre. Il y a plein de rituels. Hein. Donc, Thierry se lève, voilà, et puis il va apercevoir, tout d'un coup, va débarquer comme dans les films, la police, les casquiers, voilà. Peut-être que pour commencer, si vous me permettez, je vais lire le tout début. Peut-être comme ça nous permettra un petit peu de. Je trouve que vous avez l'art d'entrée de jeu. C'est très cinématographique, je trouve, le début, merveilleusement cinématographique. On est totalement dans l'ambiance. On sent que vous posez des petites choses qu'on va pouvoir découvrir ensuite, qu'on pourrait relire le livre pour redécouvrir les choses. Donc ça part comme un roman noir et après on va développer. C'est un samedi comme tous les autres. Je m'habille dans la pénombre en faisant attention de ne pas réveiller Elisabeth. En bas de l'escalier, pas de Jules. D'habitude, elle m'accueillait avec des glapissements joyeux. Dans la cuisine, j'allume la cafetière électrique. Je sors une tasse du placard. À travers la fenêtre, l'aube point. Les feuilles des chênes frémissent. En face, personne n'est levé. Le silence emplit tout. Quand Jules est morte, c'est Elisabeth qui a voulu qu'on l'enterre dans un cimetière pour chiens. Elle encore pour le choix de la tombe. Blanche. La cérémonie était belle. Même ses sœurs sont venues. Ce soir-là, on a tellement bu que tout le monde est resté dormir à la maison. Sauf Guy et Chantal, bien sûr. Cela m'a fait quelque chose qu'ils viennent. Surtout Guy. Avec la dépression de Chantal, il en chie. Chie, oui, c'est le mot. On les entend parfois s'engueuler jusque tard, puis rien, ça passe. Nelly, leur chienne, c'était il y a 1 an. Un vrai coup de malchance. Il y a si peu d'allées et venues par ici. L'enfoiré qui l'a percuté s'est bien gardé de laisser son nom. On ne l'a jamais retrouvé. Leur chienne, si. Du moins ce qu'il en restait. Un tas de chair sanguinolente qu'on a enterré le soir même avec Guy, à la pelle dans son jardin. Une sale nuit, comme on n'aime pas en vivre. Guy pleurait en silence. Je creusais. C'est peut-être la raison pour laquelle Elisabeth a eu besoin de faire les choses en grand pour Jules, pour rattraper ce malheur. Sur la table, une musca domestica se frotte les pattes. Facile à reconnaître, avec ses 2 gros yeux rouges et son thorax gris. Je me demande si elles existent au Vietnam. La prochaine fois que Marc nous fera signe, je le lui demanderai. Il a l'air de trouver la vie formidable là-bas. Sur les photos de son compte Instagram, il n'arrête pas de sourire, ce qui rassure Elisabeth. Moi pas. Qu'a-t-il eu besoin de choisir ce pays?
À coup sûr, mon père n'aurait pas apprécié. Ce boulot, en plus, dans ce grand hôtel, est-ce qu'on le traite bien, au moins ? Dehors, le ciel vire au rose pâle. Je ne suis jamais allé bien loin, moi. Une fois, à 22 ans, quelques jours en Espagne, une autre fois en Suède avec Elisabeth, puis Marc est né. Partir ne nous disait plus rien, ou alors à la mer, en été, avec le petit. Parfois, cela me fait tout drôle de le savoir si loin. Le manque remonte, brutal, et puis ça passe, comme les disputes entre Guy et Chantal. Cela fait des années pourtant qu'il n'habite plus chez nous, mais bon, sa fac, un coup de voiture, et j'y étais. Entre nous désormais, même l'heure est différente, et on a beau communiquer par Skype, plus le temps passe, moins on a de choses à se raconter. Bon, je vais m'arrêter ici, mais pour dire que voilà, tout est déjà un peu posé. Alors pourquoi, d'abord, comment est-ce qu'on peut dater un petit peu l'envie d'écrire ce livre sur un sujet, bon, on ne va pas en dire plus pour le moment, mais on va y venir, sur un sujet assez noir quand même, puisque c'est ce voisin Guy dont on va progressivement, on ne déflore pas les choses en le disant, découvrir qu'en effet, on est face finalement, en sa personnalité, face au mal incarné, enfin face à une sorte de monstruosité. J'en dis pas plus. Voilà. Oui, le mot est posé, le mal. Ouais. Le mal absolu, parce que c'est obsessionnel. D'abord, c'est obsessionnel dans notre société, puisque tous les jours à 20h, les gens allument dans une sorte de rituel collectif hallucinant, et ils en ont envie, et ils en ont besoin d'appuyer sur ce bouton pour voir ou entendre pendant une demi-heure des choses atroces qui leur sont proférées. Ça déjà, ça m'interroge. Soi-disant pour savoir, être au courant de quoi exactement. Ça, c'est une question qui est peut-être celle qui traverse tout le livre. C'est une question énorme. La deuxième question, et peut-être la deuxième entrée du livre, évidemment, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une arrestation d'un type abominable, ou d'une femme abominable d'ailleurs, qui a tué ses enfants, ou d'un homme qui a fait une chose abominable, il y a toujours le petit aparté, le petit reportage sur les voisins, ou sur l'ami, ou sur le membre de la famille, qui, hallucinés, apprennent, découvrent, stupéfaits, sidérés, cet autre qu'ils fréquentaient, qu'ils aimaient, avec lequel ils avaient partagé parfois des années de complicité, et ils semblent tout découvrir de cette horreur. C'est une chose qui m'interroge parce que si la plupart d'entre nous ne la vivons pas à des échelles aussi extraordinaires, n'empêche que nous la vivons à des échelles moindres lorsqu'il s'agit d'une rupture, d'un enterrement, d'un deuil. Il y a toujours quelqu'un qu'on croyait connaître et qui soudain apparaît sous un angle absolument différent de celui qu'on imaginait. Et ça nous laisse dans une stupeur, dans un état, dans un tremblement qui m'intéresse. Deuxième entrée. Et la troisième entrée, la barbarie. Alors, vous me direz le mal, la barbarie. La barbarie, c'est plus la barbarie qui traverse notre société, la violence et notre indifférence. Alors ici à Toulouse, je ne sais pas, mais à Paris, le métro, des corps allongés, on ne sait pas s'ils sont morts, des SDF de partout. Et il y a un moment donné, on s'habitue. Et cette habitude-là me pose question. Et voilà, c'est les trois entrées de ce roman. J'aime aussi attaquer dans mes romans les questions à laquelle la société ne répond absolument pas. Je suis toujours confrontée, les gens ont une soif absolument incroyable de réponses, et la société parfois n'a pas de réponse. Notamment dans cette épreuve-là que va vivre Thierry, puisque son voisin et son ami, il va le découvrir très rapidement, n'est pas celui qu'il croyait. La réponse n'existe pas du côté de la société. C'est-à-dire que soit c'est une tape amicale de ses collègues pour lui dire comment t'as fait pour ne pas voir, soit c'est une autre tape amicale pour dire écoute, je suis de tout cœur avec toi, c'est terrible ce qui t'arrive. Ok. Et après? C'est pas une réponse. Et là, ça m'intéresse. Et là, je suis un écrivain. C'est-à-dire que là, l'écrivain, il a un terrain d'attaque, il a quelque chose, pour moi,
Un roman, c'est pour moi toujours, c'est quelque chose qui doit entamer une montagne non dite, ou alors à peine travaillée, où il ne s'agit pas de répéter des opinions ou d'affirmer des choses qui sont déjà dites et redites. Et j'aime aller dans des endroits très troubles, moi. Ou alors là, on ne sait plus quoi penser, même pas moi. Je ne sais pas quoi penser. Ça m'intéresse. Voilà, c'est pour ça que l'écriture, c'est là où l'écriture, sinon je pourrais écrire énormément de choses tout le temps. Mais avant de trouver un sujet, ça me prend beaucoup de temps. Parce que j'ai besoin de m'attaquer à ce genre de montagne-là. Je suis un peu longue, mais c'est important, c'est le début. La première phrase, je trouve, elle est importante. C'est un samedi comme tous les autres. Et en plus, c'est indiqué dans le texte en caractère plus gros que le reste. Mais c'est vrai que c'est important pour vous, l'attaque d'un roman, le début. Alors, j'adore cette question parce qu'on me la pose rarement. Mais alors, c'est plus qu'important. Et sur Roissy, c'était une phrase assez incroyable, mais elle m'est venue. C'était « je », donc le pronom, point, l'immensité du monde. Et c'était comme ça. Et avec cette attaque, j'avais tout le roman. C'est un peu comme de la musique. C'est une façon que j'ai de travailler l'écriture, parce que la langue est extraordinairement importante. Pour moi, la langue, ce n'est absolument pas figé. Elle apporte des réponses dans sa contraction, dans sa torsion, dans son inventivité, dans sa folie parfois, ou sa simplicité. Mais la langue apporte des réponses métaphysiques. Elle est pour moi reliée à quelque chose de métaphysique. Et donc la première phrase est très importante. Et pour ce roman, j'ai tourné autour longtemps, parce qu'elle m'est venue assez vite, cette phrase. Mais je la trouvais... Je me disais, est-ce que c'est ça, la porte parce que j'avais Roissy derrière. La porte qui était énorme. Oui, c'est celle-là. Elle est revenue, lancinante. C'était un samedi comme tous les autres. Et c'est dingue, parce que maintenant que je l'ai écrit, ce roman, je ne vais pas me faire de la pub, c'est pas ça, mais c'est incroyable ce qu'elle dit, quelque chose, cette phrase, qui raconte la totalité de Thierry. C'est-à-dire de mon personnage principal. C'était un samedi comme tous les autres. Thierry, c'était une vie comme toutes les autres. Simple, enfin une vie. C'est une vie comme toutes les autres. Voilà. On en est là de son parcours. C'était une vie, c'était un samedi, c'était une heure, c'était un temps comme tous les autres. Et au fait, je m'aperçois que c'est exactement ça. Je ne dis pas que tout est parfait, loin de là, mais pour cette phrase, elle est très importante. Elle me permet d'entrer, et je la cherche pour mon prochain roman, par exemple. Et je la cherche depuis 2 mois. Donc c'est pas rien. Je n'ai pas le livre tant que j'ai pas la première phrase. Donc je peux chercher 6 mois une entrée. Oui, mais je la cherche en écoutant les gens, en me baladant dans la rue, en lisant. Je la cherche. Et au fait, elle va m'apporter exactement ce que vous avez dit. Le mouvement, c'est étonnant, ce mouvement-là pour l'ami. Elle m'apporte ça. C'est très mystérieux, il faut du mystère. Je vous donne des réponses, mais c'est mystérieux l'écriture. Sinon, c'est pas intéressant. Si c'est pour juste raconter les choses factuelles, elles sont intéressantes parce qu'il y a des histoires formidables. Mais moi, j'aime et j'aimerais aller. Plus ça va, plus j'aimerais me confronter au mystère même de l'écriture. Parce que c'est du mystère, bordel. On en a besoin. On est confronté à des choses éminemment mystérieuse. Donc l'écriture, elle est là pour se frotter à ça. L'idée de ce personnage Thierry, c'est quand même en gros le personnage principal, on va dire, parce que c'est quand même lui après qu'on va suivre, une sorte d'introspection, enfin on va développer, mais vous l'avez eu d'entrée de jeu assez rapidement. Et deuxième question en lien, l'importance des prénoms, parce que les personnages sont quasiment tous cités par leur prénom. Alors Guy, c'est le fameux voisin dont on comprend, voilà. Chantal, Thierry, Elisabeth, dont le surnom est Lisa, enfin c'est son petit nom, quoi. Est-ce que c'est important pour vous là d'avoir des prénoms pour faire exister les personnages, pour les voir, pour les incarner, je ne sais pas, pour peut-être les visualiser, Oui, c'est très 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 important. C'est comme la première phrase. Je peux tourner aussi autour d'un prénom pendant longtemps.
Et là, je reviens à des choses presque archétypales et encore mystérieuses. C'est baptismal presque. Le nom. Guy, il fallait que ça soit... Je savais que lui, je voulais quelque chose... Vous voyez, quand je dis Guy, ça percute. Il y a quelque chose de percutant. C'est monosyllabique. Voilà, je ne vais pas vous donner... C'est pas une réponse précise. Et voilà. Et Élisabeth, je le savais. Et en plus, ça veut dire la maison de Dieu en hébreu. Et ça me plaisait. Parce que par rapport à Thierry. J'aime bien quand les noms aussi sont reliés à des origines oubliées, parfaitement oubliées. Et Thierry, j'ai tourné autour de lui. Je voulais quelque chose de simple. Voilà. Et ça m'apprend moi aussi, quand je trouve le prénom m'apporte quelque chose. Josias, dans Roissy, j'ai tourné, mais quand j'ai trouvé Josias, ça m'a pris un temps fou pour trouver Josias. Je ne trouvais pas. Liam et Josias, ça m'a pris un temps fou. Et Josias m'a apporté une langue, et Liam m'a apporté une autre langue. Allez savoir. Mais c'est comme quand on donne le nom à un enfant. Pourquoi ? Enfin, je veux dire, pour ceux qui en ont eu, ou qui ont déjà eu à attribuer un nom, c'est pas rien. On pourrait se dire, bon, bah, tant pis, je pioche au hasard. Il y a peut-être des gens qui font, mais la plupart du temps, c'est pas ça. Et c'est la même chose pour moi dans un roman. Le fait d'écrire le roman à la première personne, c'est une question que je pose souvent. Hein. Je suis un peu obsessionnel. Bien sûr. Est-ce que ça a été tout de suite évident ? Une manière peut-être, je sais pas, je ne fais pas la réponse à votre place, mais une manière peut-être de vous plonger encore plus dans son intériorité, parce que c'est vrai qu'il plonge lui-même au cours de l'écriture du livre. On voit bien qu'il va chercher dans le passé, il va essayer de une espèce de quête un peu hypnotique, un peu obsessionnelle aussi. Est-ce que pour vous c'était évident de l'écrire à la première personne ? Oui, parce qu'à partir du moment où, puisque tout le roman, je décide de prendre justement l'angle qui n'est jamais traité. C'est la perception du voisin, celui qui s'est fait berner, ou en tous les cas qui se retrouve en tout cas dans cet état de stupeur, puisqu'il apprend. Donc là, je ne vous scie pas les planches et je ne vous dévoile pas l'intégralité du roman, loin de là. Mais donc il apprend très rapidement que son voisin et son ami, c'est le seul ami de Thierry, est un monstre. Ce qui m'intéressait, et dès le début c'était le propos du livre, je voulais impérativement que tout le livre soit traversé par l'œil de Thierry. C'est l'œil du voisin qui m'intéresse. Le Guy, celui qui commet le mal, finalement non, il est suffisamment traité et surtraité par la société. Ce qui m'intéressait, c'était celui, et nous en faisons tous partie, finalement ça s'adresse à nous, en tout cas à moi, parce que nous côtoyons le mal. Nous le côtoyons invisiblement. Dans le métro, je reprends le fait de passer devant un corps, et de se poser la question de savoir si ce corps est vivant ou mort, et de passer son chemin, est une forme de côtoyage terrifiant, qui raconte quelque chose de nous, et qui raconte quelque chose, et qui renvoie quelque chose de nous-mêmes, d'à la fois humain, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas s'occuper de tout le monde, nanana, et à la fois terrible. Bon, une fragilité. Et donc, c'est ça qui m'intéressait. Le jeu, du coup, je ne pouvais pas faire l'impasse du jeu parce que ça devenait l'œil. C'était lui qui allait regarder, observer, intégrer, assimiler, vivre, ressentir la totalité de ce qui allait advenir dans le roman. C'était lui qui allait absorber le fracas. Et donc je voulais... et il m'est venu très facilement, Thierry. Souvent les hommes, dans mes romans, je les ai très très facilement. Et les femmes, c'est plus compliqué. Moi, je pensais à Roissy, qui était votre précédent roman. C'est un portrait de femme. C'est une femme, une indécelable, qui vivait dans l'aéroport de Roissy, qui avait une sorte d'amnésie par rapport à sa mémoire. C'était un très beau portrait de femme. Là, j'ai envie de dire, vous passez
portrait d'homme. Enfin, je fais une sorte de... Oui. Je me demande si les deux textes... Et il y avait aussi déjà le social, l'intime, le côté présent dans Roissy, qu'on retrouve ici aussi, qui est à la fois un roman, je trouve, hein, ma lecture à moi, l'ami, qui est à la fois un roman sur l'intime, mais sur aussi l'universel, enfin, sur la société, qui est un roman très contemporain, vous venez de le dire, sur la violence du monde, sur ce par laquelle on est traversé. Enfin, il y a quand même cette dimension... Oui, puis qui pose la question de la survie. Dans les deux romans, c'est vrai qu'il y a une passerelle. Donc Roissy, c'est une femme qui est SDF à Roissy et qui se déguise en voyageuse. Ils existent, ces SDF, j'ai appris. Et donc je me suis mise, on va dire, dans la peau de cette femme. Ça a été compliqué, beaucoup plus compliqué que pour Thierry, bizarrement. Mais peut-être parce que j'avais écrit Roissy, finalement, Thierry me devenait plus simple, j'en sais rien. Ces deux personnages, Thierry et c'est souvent d'ailleurs les personnages de mes précédents romans, ce sont des gens qui sont dans une routine et qui tout d'un coup perdent la totalité de leurs repères suite à un désastre, qu'il s'agisse d'un deuil, qu'il s'agisse de... Alors là, là pour le coup, Thierry... ça, c'est pas quelque chose que j'ai prémédité, c'est quelque chose que j'ai redécouvert, ou j'ai découvert maintenant que j'ai publié pas mal de bouquins. C'est vrai qu'il y a une sorte de leitmotiv. Souvent, mes personnages se retrouvent face, après une sorte de vie tranquille, à quelque chose d'énorme qui vient les déposséder de la totalité, oui, de leurs repères. Et dans cette nudité, dans ce fracas, dans cette survie, comment font-ils pour se retrouver et presque se reconnaître, je dirais. Et donc, elle, dans l'aéroport, et lui, effectivement, vous vous retrouvez du jour au lendemain confronté à... Enfin, c'est énorme, c'est de savoir que vous avez pendant 5 ans fréquenté un monstre qui a tué, qui a fait des choses abominables, presque 1 heure après avoir bouffé chez vous, et qui a bu dans vos verres et qui vous a emprunté du sucre qui a peut-être servi pas forcément à ce que vous avez pensé. C'est terrifiant. Le sol s'ouvre, comment je remonte la pente. Et c'est là où la question du blanc et du noir, il y a quelque chose de l'ordre d'un polar blanc. Parce que souvent on raconte la descente et elle est vertigineuse, mais la remontée à la surface, elle est tout aussi hallucinante chez chacun d'entre nous et dans un livre aussi. Et j'aime m'attaquer aussi à la... On ne sait pas s'il va le faire ou s'il va y arriver, mais il y a quelque chose de tout aussi haletant et il y a quelque chose de l'ordre du thriller blanc presque. Parce que quand la lumière, quand la question des ténèbres arrive, ok, mais à partir des ténèbres, la question de la lumière, la façon dont on remonte est généralement quelque chose d'inouï et qui fait appel à des forces inouïes et qui pulse, et ça va très vite. Et finalement, le rythme va presque plus vite dans la remontée que dans la descente. C'est d'ailleurs le cas dans l'eau. Quand vous descendez, quand vous pulsez pour remonter. Mais sauf que la remontée, elle pète. Donc ça m'intéresse, oui, ça m'interroge. C'est des questions vraiment... voilà. Oui. Vous avez choisi volontairement, et en fait il a vraiment une vie simple, c'est vrai, il faut le souligner, il est ouvrier à l'usine. Voilà. Spécialisé, oui, il est confronté, ça c'est important aussi dans le livre, moi je l'ai lu comme ça, je trouve que c'est important de le dire, il est confronté aux machines, enfin, il y a une sorte de physique, enfin, son corps est mis en question, j'ai envie de dire, parfois il doit physiquement s'impliquer, c'est un technicien, mais aussi... Il répare. Il répare, voilà. J'aime bien ça, il répare. L'idée de réparer les vivants, le livre de, je pense à Maïlis. Non mais oui, mais il répare. Il répare. C'était un choix d'entrée de jeu délibéré. Vous avez eu cette idée d'en faire ça, cet ouvrier. Oui, ça fait partie aussi des rencontres. Dans un roman, vous mettez aussi des choses. Il s'avère que je connais quelqu'un qui est ouvrier en maintenance. Et je trouve que ce métier est fascinant et passionnant. Et il adorait son boulot. Et donc, on en a parlé. Et le fait que, voilà... alors, c'est des mecs qui sont mal payés et qui font un boulot incroyable. Les ouvriers en maintenance, et lui, c'est le chef maintenance, avec des machines extraordinairement complexes, avec des urgences dignes d'un Bruce Willis, quoi. Parce que si la machine pète, c'est toute l'usine qui pète. Enfin, je veux dire, c'est avec une responsabilité sur les épaules et une solitude aussi. Et j'aimais bien ça.
Parce que c'est un taiseux, Thierry. C'est pas un type qui dit. C'est pas un type qui raconte. Non, mais c'est important, ça. Hein. J'allais le dire, oui. Parce que, à quoi renvoie... Parce que toute cette histoire, pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi ? Comment j'ai fait pour pas voir ? Le flic lui dit très vite, personne ne voit. Capitaine Breton, c'est ça ? Breton. Breton, pardon. Oui, non, mais on peut dire bretonne. Moi, je dis breton. Il lui dit, j'aime bien aussi ce personnage de flic. Il dit, on peut pas voir, mais en fait, c'est pas possible. C'est toujours pareil. Quelqu'un vous dit, on peut pas voir, mais au fait, vous restez avec cette question énorme, comment, avec cette obsession. Et il faut des réponses. On est humain, quoi. Il faut absolument comprendre quelque chose. Et qu'est-ce que je vais comprendre ? Parce que on me dit que c'est comme ça, mais même dans ce c'est comme ça, il faut absolument que je comprenne quelque chose. C'est pas possible. C'est comme un deuil, c'est pareil, les deuils massifs, c'est comme ça. Mais malheureusement, si je veux vivre, il va falloir que dans le deuil et cette perte qui est là, il va falloir que je trouve quelque chose. Je trouve un chemin. Je ne sais pas lequel, mais quelque chose. Sinon, je vais couler et c'est foutu. Ça, c'est énorme. Et ce qui est super, c'est que dans l'écriture, j'entrevois des choses. Déjà, je suis portée, mais la langue, le chemin de l'écriture va m'emmener vers des recoins parfois que j'avais peut-être imaginé, mais je ne pensais pas qu'ils allaient prendre cette hauteur-là. En fait, c'est aussi un roman sur ce qu'on peut ressentir en soi intimement et aussi les agressions de l'extérieur aussi. Enfin, c'est un homme très seul parce qu'il a très peu d'amis. Son seul ami à la limite, c'est Guy. Enfin bon, Oui. ils se fréquentent pas tellement. Ils sont pas du genre à inviter des amis à dîner. Enfin, c'est pas du tout le style de la maison, on va dire. Et en même temps, il est confronté aussi au regard des autres, au regard de ses collègues, parce qu'évidemment, il passe à la télé, comme c'est le voisin du monstre en question. Donc, et il y a aussi, une sorte d'agression. Il y a les journalistes aussi qui veulent absolument venir pour quérir sa parole, lui faire des interviews. Enfin, il est confronté finalement c'est un homme un peu caparaçonné, c'est un homme qui s'est un peu, je veux dire, enfermé en lui-même. Enfin, à un moment donné, Elisabeth lui reproche, et toi, tout glisse sur toi, tu n'es pas vraiment là. Et c'est finalement, moi, je lis votre roman comme aussi un cheminement personnel pour aller finalement mieux se connaître. Et bon, il y a le retour sur le lieu de son enfance. Enfin, il y a des passages sublimes sur quand il retourne dans le Massif central, au lac de Vassivière. Enfin, il va rencontrer une dame. Elle ne dit pas tout. Voilà. Non, mais voilà. Donc, je m'arrête là. Mais c'est juste pour dire qu'il y a mélange comme ça d'intimité et d'affront, affronter l'extérieur. C'est ce qui est quand même assez difficile. Mais c'est énorme, ça. Oui. C'est énorme parce que c'est un livre sur l'écart. Donc, on part sur un écart énorme. On part sur quelque chose d'incroyable. On ne peut pas faire plus que cet écart-là. C'est-à-dire, l'autre est un monstre. Et je n'ai rien vu. C'est un écart énorme. Mais au fait, nos vies sont constituées d'une somme incroyable d'écarts. Et la violence, elle naît de ces écarts-là. C'est-à-dire, quand je dis écart, c'est d'un ressenti qui diffère. Je ressens quelque chose et au fait, on a cette impression qu'à partir du moment où nous ressentons des choses, tout le monde les ressent de la même façon. Et dans un couple, avec un enfant, avec un conjoint, avec un cousin, avec un copain, on se rencontre tous les jours. On a cette sorte de sentiment d'effondrement, de mini-effondrement, parce qu'on se rend compte que l'autre est ailleurs, ressent différemment. C'est un écart. C'est un écart qui peut faire naître une violence redoutable, ou qui peut faire naître un sentiment de solitude ou d'effondrement, ou en tout cas, voilà. Et c'est vrai que la question de cette barbarie, première barbarie, que j'en ai parlé très bien, mais il y en a d'autres qui surgissent. Parce que quand vous êtes le voisin d'un monstre, eh bien les journalistes vont tout d'un coup, votre maison va devenir un lieu d'assaut. Vous n'avez plus un seul moment de répit. Et c'est un assaut d'une violence
immense qui veut vous faire parler sur la barbarie et qui, en voulant vous faire parler, en s'introduisant chez vous par les fenêtres, devient barbare. Et puis vous avez l'appétit insatiable des amis, des collègues qui veulent savoir et qui, à force de vouloir savoir, deviennent barbares. Et donc la barbarie, tout d'un coup, c'est là où ça devient pour moi, waouh. Parce que c'est facile, le mec est là et c'est un barbare, ok. Mais au fait, à partir de là, il se passe des trucs hallucinants. Et c'est là où c'est pas, au fait, c'est pas confiné. C'est pas juste là. C'est pas dans le poste de télé. Donc ça, c'est clair. Là, c'est tout d'un coup, le type se rend compte que ça s'invite à sa table et c'est là devant lui. Mais même à partir de là, tout se met à trembler et tous les repères explosent. Et ça, j'aime aller dans ces endroits-là. Dans l'écriture. Et l'écriture, vraiment, m'en apporte. Ça, c'est très important. Et ce ressenti, donc je pars d'un homme, effectivement, qui est qui est vraiment dans un ressenti immense, mais très à l'intérieur de lui-même, et qui n'est pas forcément conscient que l'autre, que le dehors, ne sait pas, et ne sait pas grand-chose de ce qu'il ressent. Ça, voilà, c'est ce silence-là aussi, il est très important dans le roman. Et cette non-conscience que ce silence fait mal. Parce que Thierry fait mal aussi. Sans forcément, comme vous le dites, s'en voilà. rendre compte, quoi. C'est ça. Oui. Donc ça, c'est énorme. Voilà, ça pose toutes sortes d'échelles. Voilà, je ne veux pas tout dévoiler. De toute façon, là, on n'a pas grand-chose à dévoiler. Mais non, mais justement, c'est des questions que je me pose, en tout cas, dans l'écriture. Est-ce que c'est pas justement pour développer un roman sur le silence aussi global, le silence dans un couple, le silence des hommes aussi. Alors, je ne sais pas si les hommes sont plus silencieux que les femmes, mais je pense en tout cas, lui, il est l'incarnation quand même d'un être, en effet, taiseux, vous l'avez dit, qui a, finalement, la difficulté à communiquer, tout simplement, ses sentiments. Enfin, c'est un peu... Moi, je l'ai lu comme ça. C'est même pas une difficulté, parce qu'il n'en est même pas conscient. C'est une difficulté à partir du moment où la personne sait essaye et n'y arrive pas. Mais au fait, ce qui est formidable, c'est qu'il n'essaye pas. Parce qu'il est persuadé que ça passe. Et ça, c'est formidable. C'est là où ça devient intéressant, la monstruosité innocente. C'est-à-dire, nous sommes des êtres parfois monstrueux sans le savoir. Parce que nous n'avons absolument pas conscience de la portée, au fait, de nos ressentis ou de notre silence. Et donc, là, Thierry, il est voué à des découvertes assez énormes, d'une puissance redoutable. Et finalement, puisque j'appelle ce roman l'ami, cet ami, est-ce qu'il est un ami ou est-ce qu'il n'en est pas? Il n'en demeure pas moins. C'est terrible ce que je pose comme question et je la pose. Est-ce que cet ami, quelque part, ne lui permet pas quelque chose que personne d'autre ne lui aurait permis de faire? C'est énorme, mais c'est. Enfin, la question de l'amitié, elle est très importante dans une vie, elle est centrale. Donc en effet, si c'est une remise, ça peut être une remise en question totale, j'ai envie de dire, des fondements de la vie. Enfin, voilà, oui, parce que vous savez, quelqu'un vous fait du mal, mais vous l'aimez. C'est deux sentiments terribles en vous. Et ça aussi, c'est un vertige. Au fait, c'est tous ces endroits-là où on se casse la gueule, au fait. On n'est plus en terrain connu. On déteste, on proclame qu'on déteste. À l'intérieur, on est fou d'amour. Et ça, c'est l'homme, quoi. C'est toute la beauté et le tragique de l'homme. Et j'aime ce tragique-là, moi. J'aime aller là-dedans. Je n'en peux plus, au fait, de cette société qui est la nôtre actuellement et qui apporte des réponses totales, enfermées, extrêmement cloisonnées. Il faut tout décloisonner. Parce que nous sommes des êtres extraordinairement vastes, complexes et ouverts.
Et donc, en fait, tout ce qui ferme nous enferme dans une identité qui n'existe pas. On ne s'étonne donc pas que nous sommes en pleine crise identitaire. C'est presque politique ce que je dis, parce qu'à force de nous enfermer dans des sortes de cadenassés, des prototypes de réaction ou de dire c'est bien, c'est mal, ou de dire on est pour, on est contre, eh bien, en fait, on enferme l'humanité dans quelque chose qui n'est pas l'humanité. Et du coup, c'est un peu comme de foutre une forêt sous un trottoir. Vous laissez le trottoir pendant 10 ans sans s'en occuper. Les arbres, ils pètent le bitume. En dessous, ça continue de grouiller, quoi. C'est inutile. Ce béton est totalement inutile. En fait, il est mortifère. Roman sur les failles aussi, je trouve. En fait, ça c'est un mot que j'aimerais prononcer parce que je trouve qu'il est, voilà, c'est les failles. Et puis aussi un roman sur, oui, sur le questionnement des certitudes qu'on a tous. Alors là, pour le coup, ça touche tout le monde, hein, sur le fonctionnement du couple, sur. Il a beaucoup attaché de l'importance à la maison, hein, qu'il a construite de ses mains, bon, voilà. Il y a quand même, c'est un peu un roman sur les failles et sur le vacillement, sur tout ce qui peut, oui, du jour au lendemain, être mis en question, tout ce qu'on avait prévu, tout ce qu'on avait peut-être idéalisé, voilà, il faut se poser la question de savoir si ça peut perdurer. En gros, je peux résumer un petit peu, sans rien déflorer, hein, je m'arrête, parce que c'est vrai qu'on est quand même, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas aller trop loin dans la... Bon, voilà, mais il y a quand même ça, on peut dire ça, c'est pas pour le coup déflorer le roman, de dire que... Non, mais les failles, j'aime bien. Quoi. Les failles, j'aime bien. Puis là, comme je vais raconter le trottoir, les failles, c'est incroyable, parce que la faille dans un trottoir, paf, c'est sidérant ce qui se passe. Et donc, oui, les failles, rien n'est plus intéressant pour un romancier qu'une faille. Je veux dire, un roman sans faille, d'abord, ça n'existe pas. Un être sans faille. J'aimerais presque que les gens, la révolution que j'apporte, ce serait qu'on soit noté au nombre de failles que nous avons. C'est-à-dire que c'est formidable d'avoir des failles. C'est un signe d'intelligence. La vulnérabilité est un haut signe d'humanité. L'invulnérabilité, soi-disant, est une sorte de chose totalement, pour moi, inutile et désastreuse. Donc, on est en train de... Voilà, moi, je reviens. Je m'attaque aux vulnérables, je m'attaque à la faille, à la brèche, à l'explosion des repères, oui, et puis à la force de l'homme, à la lumière, parce que y a des forces inouïes qui se mettent en jeu dès lors que... Et Thierry n'en est pas forcément conscient. C'est pour ça que je voulais quelqu'un de banal, de simple. Je voulais pas un type qui lit plein de bouquins, qui a des références. Non, c'est lambda. Et pour autant, cette personne, il va se passer dans sa vie, et je ne vais pas dénaturer, des choses extraordinaires. Et chaque être est porteur de cela. Et ça, c'est très important pour moi. Et donc, quand je raconte cette histoire, quand Thierry, quand mes pages traversent Thierry, c'est un type, c'est hallucinant, quoi. C'est magnifique. Et c'est pas monsieur bidule connu ou qui a lu 50 000 bouquins, non. C'est quelqu'un de simple et qui a des défauts. Il n'est pas non plus, c'est pas un sage du tout. Et il va lui arriver, il va traverser quelque chose. C'est presque un chemin initiatique, oui. Il y a une sorte d'initiation. Et il va traverser cela avec sa singularité, avec ses armes. Hein. Ce qui arrive à Thierry n'arriverait pas à quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est le chemin de la lumière, et c'est un chemin somptueux. On oublie ça. La putain d'intelligence de la lumière. On l'oublie à quel point c'est immense, la lumière. C'est immense et intelligent, c'est férocement intelligent. C'est pas gentil, c'est férocement intelligent. Je disais ça dans Roissy aussi. C'est qu'à un moment donné, avec Luc, si certains d'entre vous l'ont lu, elle est dans cet aéroport, et puis c'est deux comme ça, destins, qui vont complètement de traviole. Lui, il a perdu sa femme et il l'attend tous les jours devant les arrivées. Donc il est, on va dire, complètement bloqué à un endroit
de sa vie, et elle est dans une mémoire blanche puisqu'elle a perdu l'intégralité de sa mémoire autobiographique. Et donc, elle est en train de revenir cette mémoire, mais elle se dit, oh là, est-ce que j'ai envie finalement de me remémorer les choses, puisque si je l'ai perdu, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose d'atroce. Donc, ils sont dans 2 endroits, là, en suspens. Et la vie, la lumière, parce que j'appelle ça comme ça, après chacun appelle ça comme il veut, c'est-à-dire le chemin de oui, la résilience, enfin, c'est ce qu'on veut. L'amour à la mode, oui. L'amour, ouais, mais c'est d'une puissance et d'une violence en même temps. Et c'est drôle aussi. Et j'aime, moi, introduire cet espace-là dans l'écriture. J'aime travailler ça. Et je pense que c'est majeur et c'est essentiel aujourd'hui. Je pense qu'on est en train de perdre totalement le lien et la connexion. Alors peut-être pas en termes de nature, quoique c'est très gentil, hein, alors que la nature, elle est... C'est juste, c'est pas gentil. Hein. J'ai fait du bateau, je me suis pris des lames de 7 mètres de haut. C'est pas gentil, la nature, c'est autre chose. C'est pareil avec le destin de mes personnages et le destin de Thierry. Et c'est humain. Moi, j'adore les tragédies grecques. J'adore Shakespeare. J'aime quand les gens traversent des lieux de passage qui secouent très, très fortement, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Dans la langue aussi. Parce qu'il y a un espace de liberté. Voilà. Parce que l'homme, c'est comme ça qu'il se libère, pour moi. C'est comme ça que nous nous libérons, pour moi. On parle du personnage de Thierry, mais il n'est pas seul dans ce livre, Non. bien évidemment. Il y a donc Lisa, Elisabeth. Alors, on disait au début de l'entretien que vous avez eu assez rapidement l'image de Thierry, l'idée d'en faire le personnage principal, donc un homme. Comment est-ce que vous avez travaillé les autres personnages ? Il y a le personnage de son frère, à un moment donné, qui apparaît. Là aussi, le silence avec le frère. Bon, on s'arrête là, rassurez-vous, je ne vais pas en dire plus, mais il y a une scène où le frère va lui confier quelque chose qu'il lui a jamais dit. C'est un livre un peu des révélations, en fait. C'est un livre, La lumière, vous parliez, j'y pense, c'est vrai. Ils sont tous dans un cheminement. Oui. Oui. Tous paumés, sans le savoir, au fait. Oui, voilà. C'est-à-dire, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est assez paumés, au fait, sans le savoir. En fait, on a nos petits... qui nous font penser qu'on n'est pas paumés. Et puis, vous voyez, avec le virus, alors là, poum, un truc minuscule, machin, paf, des morts, certes, hein, c'est vrai, hein, une urgence, etc. Mais il n'empêche que ça met en place tout d'un coup l'orchestration d'un désastre total. Et c'est là où tout d'un coup on repose. Alors bon, ça propulse certains dans des sortes de diatribes, de colère, de refus, d'autres dans des mouvements de solidarité, de machin, etc. Chacun va aller va se révéler à lui-même dans des colères. Moi, j'ai une amie extraordinaire qui était quelqu'un de très calme, mais qui est dans une colère. Mais ça fait 1 an que ça dure. Et je lui dis, mais calme-toi. Et en même temps, je lui dis, mais qu'est-ce que raconte ta colère ? Assieds-toi. Qu'est-ce que raconte ta colère ? Qu'est-ce qu'elle dit, ta colère ? C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est fantastique ce que ça fait résonner. Et ça fait résonner, oui, peut-être des sentiments enfouis jusqu'aux orteils, quoi, qui tout d'un coup, paf ! Et ça, moi, j'aime bien. Cette musique-là, elle me plaît, même si elle nous déboussole et moi, j'ai perdu mes 2 parents cette année. Donc, c'est aussi un mouvement de désastre, de perte, surtout que ça allait vite. Qu'est-ce que ça enclenche, tout ça dans le bordel, confinement, machin. Mais quelque part, moi, je me suis dit, c'est quand même génial, le monde entier honore la perte de mes parents. C'est comme ça que j'ai retourné la sauce. Tout le monde souffre avec moi. Il n'y a rien de plus terrible quand vous faites larguer que de découvrir 2 amoureux, 3 amoureux, et vous êtes seul au monde dans cette ville, et tout le monde est amoureux sauf vous, et vous êtes terriblement chagriné. Mais là, tout d'un coup, dans mon chagrin d'avoir perdu mes 2 parents, tout le monde était dans la merde, et il y avait quelque chose, moi j'ai tendance à tourner les choses, d'assez jouissif. Il y avait une sorte d'hommage international à ces 2 figures qui m'ont tellement apporté. Et donc, voilà, ça, je n'aurais pas imaginé. J'aurais pas imaginé ce retournement en moi de prendre les choses comme ça.
Et c'est pour ça que j'aime... voilà, il y a toujours une surprise. J'aime bien l'imprévu. Ce roman est un état de stupeur et une surprise. Une énorme surprise. Voilà, pour moi. Vous parliez de votre maman, vous lui dédiez le livre. Ah non, ne lisez pas ce mot. Parce Bon, que d'accord, c'est pas excusez-moi. possible. D'accord, non, mais... Je suis désolée. Non, soyez pas désolé. Vous faites bien de me le dire. C'est on va à la laisser fin. le C'est un lecteur remerciement, mais je. Oui, c'est non, pas mais possible. c'est très touchant, c'est pour ça. Voilà. Oui, donc, je vous parlais des personnages, des personnages, si tant est qu'on puisse dire, secondaires, Oui, mais qui c'est sont vrai. aussi importants que Oui. Thierry, parce qu'ils ne sont pas là comme des faire-valoir, mais ils sont vraiment là, ils existent pleinement, et notamment le frère qui va les rendre. Abdan, Enfin, bon, il y a... l'inspecteur. Oui, il y a beaucoup de gens. Oui, non, il y a une Il y a toujours galerie beaucoup de gens. une galerie de portraits, beaucoup de Oui. gens qui ont leur importance aussi. Absolument. Et comment est-ce qu'ils C'est toujours. place dans l'ensemble, dans le puzzle. C'est pas évident, ça, comme question. Non, mais ils étaient déjà. Il y en avait pas mal qui étaient là. Je ne vais pas dénaturer, mais je savais que je devais passer par certains couloirs. Alors, ça fait partie de la machine, de la mayonnaise de l'écriture. Quand vous attaquez un roman, alors ça dépend de chaque roman. Le prochain, là, il y a une idée là qui vient de surgir dans l'avion. Bon, vous vous rendez compte ? Alors pourquoi elle a surgi dans l'avion ? Parce que j'ai commencé le bouquin de Colum McCorman et les 2 premiers chapitres et paf, alors que ça n'a rien à voir. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas ? J'ai sorti un carnet et tac 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 tac. Est-ce que cette idée sera retenue ou pas ? Je sais pas. Je vais laisser mariner. Mais c'est plutôt une idée de structure avec des personnages. Tout d'un coup, pap 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 pap, comme ça. Bon. Ça fait partie de la mayonnaise. C'est-à-dire que ce qui est fantastique dans l'état, ce qu'on me demande, l'écriture. Qu'est-ce que c'est que l'écriture ? C'est un état, l'écriture. C'est pas juste le fait d'écrire. Ça, on va dire que c'est la fin du processus. C'est un état. C'est un état où je suis une chambre d'écho. Tout ce que j'entends, tout ce que je perçois, tout ce que je vois, aujourd'hui, il y a une partie de moi qui est là et qui l'enregistre pour mon prochain bouquin. Parce que je connais le thème, je sais, j'ai le personnage principal, même si j'ai pas grand-chose encore, c'est une femme. Je sais déjà beaucoup de choses qu'elle va traverser. Et donc, à partir de là, et donc j'ai une double vie. J'ai une double vie, et je pense que beaucoup d'écrivains auxquels j'ai parlé sont comme moi. Et je suis une éponge. Mais c'est extraordinaire parce que tout devient intéressant. Puisque tout peut m'apporter quelque chose pour elle, pour le roman. Mais ça peut être, donc je vais parler de l'ami. L'ami, ça vous donne juste une petite clé. Vous me dites si je suis trop longue, hein ? Bon, d'accord. Il y a les insectes. Ça, je savais que c'était... Ça, c'est important, les insectes. Voilà, je trouve que c'est assez central. C'est central. On ne va pas en parler On en dans parle le pas, détail, mais je vais vous dire pourquoi l'idée m'est venue. Elle est démente. J'étais en retard, justement. On était à une librairie. Je devais faire une intervention sur Roissy. Et le type me dit, le libraire, je me souviens très bien, j'étais dans la Drôme, me dit, on a 1 heure de retard. Très bien. Je reste dans la librairie, je fouine, je commence... Et je vois des livres pour enfants, et notamment un superbe livre sur les insectes. Je m'assieds, je commence à lire. Je ne connais rien aux insectes. Je commence à lire, je suis estomaquée par ce que j'apprends sur 2 ou 3 insectes. Et là, je me dis, OK, allez savoir comment je fais le lien. Il faut impérativement que Guy et Thierry aient une complicité sur les insectes. Les petits êtres minuscules. Voilà, ça m'intéresse beaucoup, ça. Et je me tape et je me coltine 1000 pages parce qu'en plus, je découvre qu'on a en France, parce que c'est ça aussi, l'écriture. C'est une curiosité sans fin. C'est-à-dire que je m'intéresse aux gens. Je m'intéresse à un métier, l'ouvrier de maintenance. Je vais m'intéresser aux insectes. Il n'y a pas juste mon histoire. Il y a tout ce que je vais découvrir. Dans Roissy, j'ai fait 8 mois d'enquête. Je vais interroger les gens. Et du coup, je découvre que les femmes de ménage laissent des sandwichs, que les pilotes aident 3 clandestins dans l'aéroport. En fait, dès que vous vous asseyez, que vous commencez à vous intéresser aux gens, c'est passionnant ce qui se passe. Il y a une deuxième vie, partout. Et au fait, c'est le fait de passer rapidement qui fait que vous trouvez la vie pas très intéressante. Mais dès lors, vous mettez même, je dirais, 3 jours dans un abribus. Un jour, je vais faire ça. Je vais faire un atelier d'abribus.
Et l'abribus a une mémoire. Parce qu'un abribus, c'est le rendez-vous de deux amoureux. Ah, c'est là où je me suis mariée. Ah, c'est là où j'ai rencontré machin. C'est là où le chien vient pisser. C'est là où la petite vieille vient. Nanana. Et l'abribus, vous allez voir. Moi, je sais que je pourrais faire un roman sur un abribus. Et un roman extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil, Thierry, avec les insectes. Bon, c'est tout d'un coup là, dans cette librairie, ce livre. Et voilà. Et c'est resté. Et vous avez... Alors, c'est pas par hasard, c'est parce que j'étais déjà dans cette chambre d'écho. J'étais déjà en train de... Il y a une sorte de musique, un peu comme quand vous cherchez un air, et puis d'un coup, vous entendez « Ah oui !» Voilà. Je suis dans cette écoute-là, constamment. Même en vous parlant, je suis dans l'écoute pour le prochain. Et pour même le deuxième. Mais celui-là, quand même, un peu plus loin, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, vous imaginez, c'est fantastique parce que du coup, je suis à plusieurs endroits, plusieurs temporalités, et ça m'apporte quoi. Même une crise de nerfs, chez moi, m'apporte quelque chose. Je me dis, tiens, ça m'arrive souvent, ça m'arrive, pas tout le temps, il n'y a pas toujours des crises de nerfs, je vous rassure, mais il y a des crises de nerfs. Et donc, quand il y a une crise de nerfs, il y a toujours, c'est marrant, j'ai le côté, ah oui, ça serait intéressant quand même, ce qu'elle vient de me dire. Ça, il faut que je le place. C'est quand même dingue. Et il y a une part de moi qui dit non, mais bon, ça va pas là. Mais quand même, elle a dit une phrase absurde. Bah ouais, non, il faut que je la note. Oui, vous voyez le truc. Vous citiez le mot éponge tout à l'heure, c'est ça? Vous disiez. Oui, le mot. Ça, le côté, au le sens, mot. Il y a parce que les gens aussi ont des mots, ont des phrasés extraordinaires. Si chacun a sa propre langue. Chacun a sa langue. Et donc, il n'y a pas une langue. Elle est extraordinairement souple, la langue. Elle est vive. Elle est tout sauf rigide. Elle change, elle se mue. Donc, j'adore, moi, quand je fais pas mal d'ateliers en banlieue, les gamins, ils sont d'une inventivité extraordinaire. Même au niveau de l'orthographe, quand ils ne savent pas écrire, ils écrivent des trucs ôte-toi de là. H-O-T-E. C'est génial. Parce que la hotte, donc le môme, je ne sais pas, pour moi c'est magique. Le mec ôte-toi de là, moi je vois le mec se faire aspirer par la hotte. Parce que ôte-toi de là. Mais c'est sans cesse. Sans cesse. Donc c'est pas... c'est intéressant. Je suis pas... voilà. Tout est intéressant en fait. Est-ce que les insectes ont gardé la place prévue dans le roman? Oui, est-ce qu'ils ont pris de l'ampleur? Ils ont pris de l'ampleur. Ils ont pris de l'ampleur. Il y a un truc... J'étais persuadée que ça serait dans le roman. C'est à peine effleuré, c'est l'Indochine. Oui. Je me garde ça pour je ne sais quel roman. C'est La Longue Marche. Peu de gens connaissent cette histoire. Après Dien Bien Phu, il y a 10 000 survivants français. Et au fait, ils sont obligés de marcher pendant 700 km. Et les 3/4 d'entre eux vont mourir dans des conditions... Non pas que les Viettes voulaient les tuer, mais que voilà, c'était eux, ils étaient plus costauds, ils étaient habitués à bouffer du riz une fois par jour. Et là, à Dien Bien Phu, non. Donc ils meurent et ils sont laissés sur les routes abandonnées. Et la chose est que... C'est là où ça devient encore pire et plus intéressant, évidemment, pour le romancier que je suis, c'est qu'ils vont être ensuite mis dans des camps où ils vont être... non pas incarcérés, on va les éduquer pour qu'ils deviennent des camps de rééducation communistes. Très bien. Et puis, à un moment donné, c'est des jeunes. Ce sont des jeunes. Aux 3/4, ce sont des gens issus des colonies, chose qu'on ne sait pas sur l'Indochine. Pas les officiers, mais tous les soldats. Et une fois qu'ils sont... certains d'entre eux vont s'en sortir vivants. Ils arrivent à Marseille. C'est des gamins de 22 ans qui ont vécu l'horreur. Et là, vous avez les dockers communistes qui, pour des raisons tout à fait justifiables, si on commence à basculer de leur côté et qu'on commence à raconter leur histoire, mais qui détestent ces salopards qui sont allés se battre pour coloniser les pays, donc ils leur crachent à la gueule. Donc il y a une violence terrible sur ce port. Des gamins qui viennent d'Auschwitz presque. Hein. On ne va pas se la raconter. Ils viennent de vivre un truc qui est absolument monstrueux. Et les dockers ne sont pas conscients de cela. Eux, ils vivent aussi des drames. Donc il y a une confrontation de deux souffrances absolument hyper violentes. Et là, on en rajoute une couche. Les militaires et l'État français considèrent ces gens-là comme susceptiblement des espions. Et donc toute leur vie, la plupart de ces gosses
ne vont pas pouvoir faire carrière parce qu'on ne sait jamais, c'est peut-être des viettes ou c'est peut-être des types qui ont été des taupes. Donc vous imaginez un peu les couches et les strates. Et ben moi, ça m'intéresse, ça. Évidemment, on connaît ceux qui s'en sont sortis, mais on ne connaît pas ceux qui ne s'en sont pas sortis. Et il y en a des milliers. Et donc j'aimerais raconter un jour quelque chose sur un homme qui a vécu ça. Et c'était pour moi le père de Thierry. Mais j'ai pas pu mettre ça. Enfin, même s'il a été là-bas, mais j'ai pas raconté tout ça. C'était trop. Il y a un moment, il faut se calmer. Ça, c'est le gros problème aussi, c'est qu'il faut se calmer. Et trop de crème, ça tue la crème. Donc, à un moment donné, je peux pas tout raconter. Et vous pensez que vous devez vous contrôler par moment? Enfin, oui, sinon, oui, sinon oui, vous oui, iriez trop loin, peut-être. Oui, moi, je suis un écrivain qui doit rayer. Vous devez enlever. Oui, moi, j'ai ce couper. problème-là. D'accord. Je raye, j'ai raturé 40 pages, j'ai dû jeter 40 pages sur la tour de contrôle que j'avais écrite à Roissy. J'étais tellement contente, je trouve ça génial et tout, et j'ai dû les balancer à la poubelle en hurlant de douleur. Parce qu'il y a un moment, il faut rester dans la ligne. Mais c'est vrai qu'il y a des personnages qui vous emmènent dans leur lieu à eux, et on a envie d'y aller, quoi. Mais à un moment, on perd du coup Alors ça, il faut être bon. Ça, c'est l'apprentissage, et je pense que c'est aussi c'est le fait qu'un écrivain, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans d'écriture, à part les génies. Mais voilà. Est-ce que quand vous écrivez les romans, justement, vous avez un peu des références comme ça en tête, des maîtres d'écriture, ça peut être différent, j'imagine, peut-être selon les romans que vous écrivez, mais est-ce que pour celui-ci... J'ai des maîtres inflexibles, oui. C'est-à-dire pour tous les romans, qui sont absolument à une hauteur supersonique, mais qui aussi... alors, ils sont déjà à une hauteur pour tout le monde, puisque je parle de Cormac McCarthy, là j'ai cité Shakespeare, ou par exemple les tragiques, les tragédies grecques, ou même Racine. Mais moi, alors qu'il y en a d'autres qui sont au même niveau, et que j'adore d'ailleurs, mais ceux-là, leur langue, leur espace m'apportent quelque chose. C'est pas, je veux dire, je suis fan de Proust, mais Proust ne m'apporte pas forcément quelque chose. C'est une langue que je trouve sublime, mais c'est pas en lisant Proust que ça va m'ouvrir des portes sur mon terrain à moi. Pour autant, j'adore lire Proust. Mais quand j'écris, je vais aller vers des auteurs, je vais être attirée par des auteurs qui vont me permettre de déboîter. Alors aussi la poésie contemporaine, très importante. Très, très importante chez moi. C'est le labo. C'est les maîtres de la langue, c'est ceux qui ils ont un temps d'avance sur la langue. Et donc, eux, ils m'apprennent à dévisser, ils m'apprennent à être libre, ils m'apprennent à être dingue. Bon, il faut faire attention là aussi, parce qu'ils pourraient me donner envie d'être complètement dingue jusqu'au bout, et puis pas forcément compréhensible, c'est pas l'objet, c'est pas le but. Donc voilà, il faut... Donc, effectivement, Ocard, Emmanuel Ocard, Patrick Berard-Valdois, Michael Batala, j'ai beaucoup de gens en poésie contemporaine, des gens que je trouve somptueux. On a une très grande poésie contemporaine en France. Et puis des auteurs, des monstres sacrés, Faulkner. Faulkner, je relis une page de Faulkner, waouh. Cormac McCarthy, inébranlable, quoi. Mais ça peut être aussi, je sais pas, là je vous dis, vous me prenez à dépourvu, mais il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Puis des films, des pièces de théâtre, du théâtre aussi, ça peut me... Et là, vous disiez cinématographique, mais moi, je sais plus... Alors, on me dit ça parce que je suis la fille de Bertrand, c'est vrai. Non, mais je vous dis pas ça parce que je non, trouve que vraiment vous avez... mais un peu comme la littérature américaine l'est. Parce que la littérature américaine, la géographie est psychologique. Si vous voulez, chez les Américains, ce que j'adore, c'est que la géographie, leur espace, c'est leur psychologie, c'est la psychologie de leur personnage. Nous, non, et on est dans on a un monde beaucoup plus... Bon, moi, j'ai pris l'avion, là, les petits champs, les machins, on est quand même plus... c'est l'Europe, quoi, puis n'importe quel endroit, à 3000 ans d'histoire, machin. Chez eux, c'est autre chose. Et donc, quand un type traverse à cheval, d'ailleurs dans les westerns, pareil, le Grand Canyon, le Grand Canyon raconte quelque chose du tragique du personnage, de la solitude du personnage, le rapport que le personnage a à l'immensité. La prisonnière du désert, John Wayne, raconte quelque chose sur John Wayne. C'est énorme, et j'adore ça chez eux.
La route raconte quelque chose. C'est John Fante. McCarthy énorme, évidemment. Alors, pas tous, mais il y a beaucoup. La géographie est un personnage à part entière. Et j'aime bien Là quand... aussi, voilà. il y a des lieux, on ne va pas en dire plus, mais Oui, voilà. les lieux. Les lieux, aussi bien les lieux un peu isolés, la campagne, parce qu'il y a un itinéraire dans le roman aussi. Donc, voilà. Oui, il y a un dedans, il y a dehors, différents il y a un lieux, mouvement. et c'est vrai que qui sont en lien avec l'état d'esprit du personnage, ses sentiments au moment, où il est. Juste. Oui. Les lieux, ça vous raconte, c'est-à-dire que la façon de, vous êtes dans une ville, vous n'êtes pas dans une ville, c'est puissant, quoi. C'est les lieux, c'est pas rien. Je reviens à cette histoire de mystère. Un arbre, c'est pas rien. Les frémissements des feuilles d'un tremble, c'est pas rien. Donc tout ça, c'est très important en fait. Et donc je m'arrête à ça. C'est le temps de ressaisir cet enchantement, il y a Bruce Chatwin qui est ce chant du monde. C'est Bruce Chatwin, vous avez ça, c'est chez les aborigènes, ils chantent, ils ont des chants de pistes, donc ils ont des pistes et ils chantent, et c'est en chantant qu'ils font renaître, ressurgir le monde, de la même façon que dans la chrétienté, c'est le verbe qui vient réenchanter. On est issu de cela, de cette parole sacrée qui vient redonner une sorte d'ampleur, de verticale au monde. La parole, elle est enchantée partout. Mais quand je dis enchantée, c'est pas enchanté gentil, encore une fois. L'enchantement est quelque chose de terrible, d'effroyable. C'est effroyable, l'enchantement. Mais c'est aussi quelque chose qui suppose un déchirement, un dévoilement d'une hauteur absolument sublime. Non ? Je vous écoute parce que je pensais à ça aussi par rapport au livre. On va passer la parole au public, mais oui, en effet, il y a un dévoilement. Le choix du titre, par curiosité, l'ami, vous l'avez eu rapidement ou il y a eu une hésitation? Le voisin. D'abord, c'était le voisin. Bon. Et puis, Tatiana Drenet a vendu 1 million d'exemplaires avec son bouquin, donc 2 ans avant moi. Je m'en suis rendu compte. Et puis, au fait, du coup, elle m'a rendu un fier service parce que j'ai pensé, mais c'est pas le voisin, c'est l'ami. Et c'est simple. Il faut être simple pour le coup. C'est très rare que je trouve les titres. Et donc là, j'ai proposé à Sabine et elle était enchantée. Et c'est vrai que c'est simple. Point. L'ami. C'est l'ami. Et ça n'avait pas été pris. C'est ça aussi le truc. Parce que c'est pourtant un titre. Non, il y a Bel Ami. Oui, Bel Ami de Maupassant, oui, bien sûr. Mais pas l'ami. Ouais. Et parce que je me suis dit, c'est foutu. L'ami, bon. Et puis voilà. Du coup, voilà, c'est aussi simple que ça. Ça vient après moi, le titre. Ça vient après, généralement. Ouais, ça vient après. J'ai jamais le titre. Là, j'ai le titre, le prochain, mais c'est pas bon signe. Parce que je suis comme ça, je sais pas, j'ai des doutes énormes, mais c'est normal. Ça fait partie du job. On verra. Vous savez, on sait jamais. En tout cas, en ce qui me concerne, l'ami, je pensais pas que quelqu'un le lirait. Donc, je suis stupéfaite. Et le prochain, je ne sais pas. Je vais l'écrire, il faut que ça soit nécessaire pour moi. Donc, c'est absolument vital que ça soit nécessaire. Après, c'est très mystérieux, là aussi, la sortie d'un livre. Que ce soit lu. Moi, j'ai quand même des bouquins de certains de mes amis que je trouve magnifiques. Personne ne les a lus. Donc... Après, ça peut être aussi parce que c'est pas magnifique. Ça, j'en sais pas. Mais c'est un mystère et je pensais pas du tout que ça allait intéresser qui que ce soit. C'est étonnant. Là. Vous voyez l'écart. Moi, j'avais trouvé mon truc et j'étais dans j'avais été jusqu'au bout du machin. Mais après, je me suis dit, non. Je me suis dit. J'ai dit à mon mari, c'est foutu, là, il va falloir que tu bosses énormément parce que là, ça va être chaud. Donc, je suis d'autant plus étonnée. Et ça fait partie. Bon, c'est des belles surprises dans ce sens-là, hein, plus que dans l'autre. Mais c'est des belles surprises, mais voilà. Il
j'ai tellement été dedans que ça me surprend, oui. Vous aviez lu le livre de Laurent Mauvignier, Histoire de la nuit? Moi, j'ai beaucoup Non, aimé. j'ai eu très peur quand j'ai vu Parce qu'il que sortait. il y a ce côté Parce que moi, je suis plongé sortie- dans les ténèbres. Enfin, Non, mais je fais Laurent, le lien parce que c'est moi, vrai je devais sortir en même temps. Hein. C'est parce que j'avais appelé Sabine l'année dernière. Moi, j'ai une sorte de nez comme ça pour les choses. Et je l'ai appelée en avril, parce que moi, j'en ai rien à foutre des prix et de tout ça. Et donc, bien que le prix Inter, j'aurais bien voulu au fait, l'avoir, mais pas pour la même raison. C'est pas pour la raison au fait, du prix. C'est parce que c'est le dernier livre que mes parents ont lu. Et donc, il y avait quelque chose de sentimental. Et puis, ça aide, évidemment. Bon. Mais il devait sortir en septembre, ce livre. Et moi, quand j'ai vu le bordel, très vite, j'ai appelé Sabine. Moi, je viens de loin, au fait, en matière d'édition. J'ai écrit pas mal de romans, mais en fait, voilà, là, je suis là. Mais avant, j'étais pas là. J'ai écrit des bouquins, mais je m'en suis pas occupée. Et je lui ai dit, bah, écoute, tu sais, est-ce que ça serait pas mieux de le repousser, ce bouquin, parce que je le sens pas, là. Le bordel, machin. Oh, il m'a dit, oh, mais c'est pas possible, mais tu dois être la seule auteure, mais en France, à proposer ça à son éditeur, t'es sûre? Je dis, mais ouais, bien sûr. Elle était dans un état de joie, parce qu'elle me dit, tu peux pas imaginer, j'étais en train de me demander comment on allait faire, mais je savais pas comment te le dire. Et du coup, elle me dit, je te sors seule en janvier. Je ne te remercierai jamais assez. Mais je dis, mais moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est que le livre est une vie et puisse éventuellement être lu par quelques personnes. Parce que c'est vrai que c'est là où ça devient intéressant quand même. Voilà. Vous savez tout. Avez-vous des questions, des remarques, des réflexions pour Tiffany Tavernier? Le personnage de l'ermite, à la fin, comment est-il venu? Si on n'en a pas parlé, l'ermite. La verticale. On m'a parlé de la lumière. Il m'est venu, il est intrinsèque. Oui, je connais des ermites. Je connais des ermites et je fréquente aussi des mondes comme ça. Je sais qu'il y a des gens comme ça qui sont très reculés, il faut aller les chercher. Ce sont des gens qui n'apparaissent jamais si vous n'allez pas les chercher. Et j'aimais poser aussi voilà, j'aime poser ce type de personnage. C'est pas forcément ce qu'on attend dans le livre, mais oui, l'ermite, il était là dès le début et il est même constitutif de tout le bouquin en fait. Même si, bon, je vais pas dévoiler, mais voilà. On n'en a pas parlé volontairement. Non, enfin, voilà. Oui, justement, sinon. Mais absolument, oui, c'est absolument, c'était posé. Parce qu'on est en Occident ici, mais moi je suis pas occidentale. Je suis absolument pas occidentale. Je me sens très à l'étroit, très 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 à l'étroit en Occident. Je suis beaucoup plus, je sais pas quoi d'ailleurs, j'ai du mal. Mais en tout cas, moi je suis poreuse à beaucoup plus de réalité, ici tout doit être très rationnel, c'est très scolaire. C'est très petit et c'est très des opinions, quoi. Et moi, je suis beaucoup plus dans l'enfance et ouais. Donc, du coup, j'ai beaucoup de mal au fait. Je crois pas à quelque chose. C'est bien pire que ça. C'est. Vous voyez le problème que j'ai dans ce monde, et je vais pas l'expliquer. Je ne crois pas aux arbres. Imaginez quelqu'un qui vous dit « je crois aux arbres ». Mais moi, c'est la même chose avec la totalité de tout ce qu'on peut imaginer. J'avais un copain qui me dit « mais c'est pas possible, tu crois pas aux anges ». Les mecs avec les ailes derrière leur dos. Il y a un écart abyssal que je ressens tout le temps, depuis l'âge de 6 ans. Et donc, c'est naturel chez moi, totalement naturel. Et c'est comme ça. Alors ça peut déranger effectivement, ou je sais pas, ou plaire, je sais pas, c'est pas très grave. Mais je comprends l'étonnement parce qu'on n'est pas très éduqué à ça. Moi, un jour, il faudra que je parle de ça. Voilà. Oui, c'est intriguant, voilà.
Vous l'avez bien vécu, l'ermite Oui, bon, voilà. Donc, Mais il y a d'autres témoignage, personnes qui l'ont mal vécu, mais qui se demandent quoi. Mais j'ai besoin de dire ça parce que je me pose beaucoup de questions actuellement sur le monde aussi, justement ces réponses, cette rationalité. Épouvantable à mes yeux. Épouvantable. Mais épouvantable. Depuis 200 ans, mais épouvantable. Un truc, mais... heureusement qu'il y a la littérature. La poésie, merci, ou je sais pas quoi, n'importe quoi. La musique, tout. voilà. Je veux dire, mais bien sûr, heureusement. Ça part en couille quelque part. Que ça soit pas le truc, alors voilà, tu as 17,5, après tu as un truc, j'étouffe. J'étouffe beaucoup au fait, et j'ai besoin que les choses soient beaucoup plus étranges. Donc je suis beaucoup plus attirée par quelqu'un qui va me dire qu'il a parlé à une gazelle que quelqu'un qui va me dire qu'il a Polytechnique et qu'il a 17,365 depuis l'âge de 7 ans. Ça, c'est clair. Alors, quoi qu'il peut m'intéresser, celui-là, quand même, parce que là, c'est tellement énorme qu'il va m'intéresser. Ouais, dans cette extrémité, il va m'intéresser. Mais celui qui a 14,2 ne m'intéresse absolument pas, au fait. La virgule 2, oui. La virgule 2, je vais écrire un jour un livre là-dessus. Sur notre monde, parce que c'est virgule 2. Des enfants de 13 ans, de 12 ans, de 10 ans, 14,2. Vous imaginez? C'est effrayant. Si vous réfléchissez une demi-heure là-dessus. C'est effrayant. Effrayant. C'est épouvantable. C'est d'une violence hallucinante. 14,2. 14,2. Le virgule 2, on est dans un délire, c'est comique. Et nous sommes dans un monde rationnel. C'est comique. Sur une rédaction. Alors là, je peux vous dire que si je suis un martien et que je vous demande de m'expliquer les virgules 2, on est mal barré. On est mal barré. C'est hallucinant. Et quand vous avez en plus derrière vous quelqu'un qui dit « Ah ben moi, la virgule 3 » et qu'elle est rassurée. Là, je peux vous dire qu'on est dans le vide le plus total. Et un jour, j'écrirai quelque chose d'extrêmement violent là-dessus. Et c'est normal que les gosses aujourd'hui sont plantés, mais total. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et les profs aussi, les pauvres. Parce que mettre virgule 2 à quelqu'un, c'est pas possible, quoi. 0,2. C'est bon, non? Et c'est fou. On est dans un monde... moi, j'aime bien aller chercher tous les détails. C'est pas la totalité. Ce détail-là raconte la totalité d'une déconnade totale. Le virgule 2, je suis allée voir un prof. Il dit virgule 2, expliquez-moi le virgule 2. Mais c'est le silence absolu. Et puis lui, il est obligé de mettre des virgules. Il vous dit que le directeur veut des virgules, des machins, que l'ordinateur de Parcoursup veut des virgules 17, machin. Et c'est Brésil. Vous êtes dans Terry Gilliam. Non, mais c'est ça. C'est ça, le romancier, il s'intéresse à un truc. C'est le petit truc dans la machine. C'est pas la peine d'aller faire des théories, d'avoir des opinions. Non, moi, le reste, je veux dire, les profs sont super, les élèves sont super, les parents sont super. Il n'y a pas du tout de... Mais il y a un virgule 2 qui fout un bordel total. C'est ça qui est intéressant. Voilà, enfin bon, écoutez, on rigole, il faut un peu rigoler. D'autres questions ou remarques, réflexions pour Tiffany Tavernier? Je ne sais pas si... À un moment donné, Thierry dit « Je flotte dans le silence du monde ». J'aime beaucoup cette phrase. J'en ai un extrait. C'est sympa de flotter dans le silence du monde. C'est pas mal, hein, oui. C'est pas très silencieux en ce moment. Ouais. Pas de questions d'autres. Bon, sinon on va passer à la dédicace. Donc, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Tiffany Tavernier, d'être venue à Ombre Blanche ce soir. Et on va passer à la dédicace. Merci. L'ami, donc, chez Sabine Vespizer. I know you told me such a long time ago. Le roman de Tiffany Tavernier est publié chez Sabine Vespizer, éditeur. Tiffany Tavernier est aussi l'auteur de Dans la nuit aussi le ciel, son premier livre paru chez Parole d'Aube en 1999, de L'Homme blanc en 2000 chez Flammarion, ou encore de Oli Lola en 2004 avec Dominique Sampiero chez Grasset. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 16 juin 2021 à la librairie Ombre Blanche. Réalisation et mise en onde Radio.